Bonjour Jean-Michel, bonjour Pierre Gillette. Je suis très content de vous accueillir dans les locaux de Tmei Tmei et que vous êtes venu au Cambodge depuis très longtemps, vous faites la navette entre le Cambodge et la France. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le sujet de photos, c'est parce que pendant plusieurs décennies, vous avez fait beaucoup de photos en Asie, en Europe de l'Est et ailleurs, dans l'Amérique et tout ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que en Asie, et spécialement au Cambodge, vous avez fait pas mal de photos. Mais ma première question, c'est que pourquoi vous êtes expert de l'agriculture, mais tout de suite vous tournez vers les photos, par exemple. Qu'est-ce qui vous passionne à faire beaucoup de photos en Asie, en Europe de l'Est et spécialement au Cambodge, c'est pas mal. 200 000 photos, c'est impressionnant pour moi. Depuis, je crois, ma petite jeunesse, et comme je crois toute personne, quand on a 15 ans, 20 ans, on a envie de découvrir d'autres mondes, découvrir le reste du monde. Donc c'est ce que tout simplement j'ai fait quand j'avais 15 ans, 20 ans. Donc, pour le plaisir du voyage, pour le plaisir de la découverte des autres. Et naturellement, quand on voyage, on prend des photos, voilà, pour garder un souvenir de ces temps de déplacement, de ces temps heureux, voilà. Ça a commencé, l'intérêt pour la photo, pour moi, c'était simplement la photo souvenir, tout simplement, voilà. Ça, c'est le point de départ. Et puis, je me suis progressivement, parce que je ne suis pas un photographe professionnel, comme tu viens de le dire, mon travail professionnel était dans l'agriculture. Donc, mais progressivement, en faisant des photos, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que certaines photos pouvaient intéresser des médias, pouvaient intéresser des personnes qui souhaitaient découvrir ou voir ces pays. Ça, c'était à travers les photos. Avec les photos, voilà. Avec les photos, j'ai intéressé. Enfin, certaines personnes m'ont dit, oh ben certaines de tes photos m'intéressent. Est-ce que tu peux me la transmettre? Est-ce que voilà. Bon. Donc j'ai découvert. C'était pas dans ma tête au départ. J'ai découvert que ces photos pouvaient intéresser. Mes photos pouvaient intéresser d'autres personnes. Voilà. Donc ça a suscité forcément chez moi un petit sentiment de satisfaction ou d'égoïsme, comme on veut, de savoir que ce que l'on faisait pouvait intéresser d'autres. Voilà. Bon. Et puis, le deuxième aspect, la deuxième chose, c'est qu'en faisant ces photos, je me suis aperçu que cela me permettait de mieux comprendre les pays dans lesquels j'allais. Je dis toujours, le photographe, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, ce que celui qui passe ne voit pas. Donc c'est une façon de s'intéresser, de découvrir. On ne connaît jamais totalement un pays, même parfois peut-être le sien d'origine, mais c'est une façon, encore une fois, d'entrer dans un pays, d'avoir une clé pour découvrir ce pays. Voilà. Et d'avoir des centres d'intérêt dans ce pays, de réfléchir sur pourquoi le pays évolue, comment il évolue, pourquoi les pays tombent en décadence, pourquoi les pays s'améliorent, pourquoi on utilise telle ou telle technique, pourquoi on a recours, etc. Ça me permet de mieux comprendre un pays. Donc voilà, et à partir de là, voilà, donc j'ai développé plus que je ne le pensais il y a 50 ans, quand j'ai commencé à voyager, j'ai développé bien davantage cette activité photo. D'accord. En fait, depuis 40 ans, 45 ans, vous faites par exemple, vous avez fait beaucoup de photos en Europe de l'Est, en Amérique, un peu, et après, vous êtes venu par exemple en Asie, surtout au Cambodge, au Vietnam, le Laos, l'Indonésie, par exemple. Est-ce que par exemple en Asie, le Vietnam, vous avez fait combien de photos, le Laos combien, en Indonésie combien, voilà. Oui, mais alors
tout à l'heure dont il a été signalé, donc je dois avoir, parce que je ne les compte pas tous les jours, je dois avoir donc sur le pays d'ici, sur le Cambodge, environ 200 000. Je dois en avoir à peu près autant sur l'Indonésie, peut-être sur le Laos, peut-être 100 000 sur le Laos. Le Vietnam. Le moins sur le Vietnam, parce que je suis allé très souvent au Vietnam. Je suis allé 35 fois au Vietnam et j'ai passé à peu près 3 ans au Vietnam en additionnant toutes les périodes où je me suis rendu dans ce pays. Mais c'était une époque où on n'utilisait pas la photo numérique. D'accord. On était donc uniquement sur des diapositives ou sur des films et avec des pellicules de 36 vues. Et à l'époque, on économisait les vues, on faisait attention avant de prendre une photo. C'est pourquoi donc, le Vietnam a moins de photos. Il y a beaucoup moins de photos sur le Vietnam, parce que depuis 2007-2008, pour différentes raisons, je ne suis plus allé au Vietnam. Et donc, toutes les photos du Vietnam étaient des photos non numériques. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins que sur les autres pays où je me rends et où on peut faire des photos en déclenchement quasi continu. En Indonésie, y a-t-il combien de photos, par exemple Je crois en avoir à peu près 200 000 sur l'Indonésie. 200 000 aussi sur l'Indonésie. Donc, spécifiquement au Cambodge, vous êtes venu combien de fois, par exemple? Alors disons au moins 25 fois peut-être, enfin je n'ai pas calculé exactement, mais enfin depuis 1990, donc ça fait 30, oui peut-être 20-25 fois au Cambodge, voilà. Y a-t-il combien de thèmes par exemple dans vos photos que vous avez fait par exemple au Cambodge? Le thème premier c'était quand même l'agriculture et le monde rural, puisque j'étais encore une fois dans cette activité professionnelle. Mais ce n'est pas seulement que le monde rural ou le monde agricole. Je veux dire par là que, en regardant mes photos, mais là aussi c'est inconscient, où ce n'était pas programmé à l'avance, un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, ou qui me passionne, ou m'interroge beaucoup, c'est celui des mondes, ce que j'appelle les mondes, ou des civilisations qui disparaissent. C'est-à-dire pourquoi des pays ont à un moment une certaine force, une certaine puissance, et pourquoi à un moment cette force, cette puissance décline et disparaît. Ça, c'est un thème que je me pose, je dirais, de façon intellectuelle. Et que quand je regarde mes photos, de façon inconsciente, je m'aperçois que je traite ou je recherche ce thème dans les photos que je prends. Alors, il est vrai que le monde rural ou le monde agricole est très significatif à cet égard. C'est un monde qui a beaucoup évolué au cours, le monde entier, c'est vrai, toutes les activités, mais le monde agricole, qui est une activité millénaire, traditionnelle depuis tout temps, une activité basique, depuis on dit 7 à 10 000 ans, depuis que les gens ont quitté le système de cueillette, de la chasse et de la pêche pour faire de l'agriculture, c'est une activité donc millénaire. Et cette activité qui est restée quasi identique pendant des milliers d'années, en quelques décennies, se met à bouger, se met à changer. Voilà, bon. Donc voilà, c'est ces mutations du monde. Et pourquoi le monde bouge, pourquoi le monde change, c'est ces mutations du monde qui sont pour moi une question fondamentale que je me pose de façon, je répète, intellectuelle. Je suis plutôt un intellectuel, de façon intellectuelle que je me pose. D'accord. Pierre, vous avez une question pour lui ou des questions pour lui En fait, moi je connais bien les photos de Jean-Michel, puisque je fais partie de ceux à qui il envoie ses diaporamas où effectivement il aborde soit des métiers en particulier d'agriculture. Je parle du Cambodge, parce que c'est celle-là que je connais, soit par exemple l'enfance, par exemple, où il y a des thèmes comme ça qui... Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce travail, c'est vraiment le côté documentaire et ethnographique. Donc tu commences à faire des photos comme tout le monde pour le plaisir, et puis voilà, tu passes de la photo... comme ça de plaisir à la photo documentaire avec un intérêt ethnographique. Est-ce que donc les photos que tu les fais en réfléchissant à un thème d'abord, ou simplement tu classes ensuite les photos que tu as faites? Non, il est vrai que lorsque j'arrive dans un pays, je ne sais pas forcément les thèmes parce que
je suis curieux, enfin, où voilà, je me promène et je découvre et je me dis tiens, ça, ce serait bien. Voilà, bon. Alors, ceci dit, il arrive fréquemment que, bon, tout à l'heure d'ailleurs, on parlait de la pêche à Kompong Cham, enfin, voilà, méthode de pêche. Bon, donc, j'observe, je me dis tiens, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais ce quelque chose d'intéressant, je n'arrive pas forcément à le traiter tout de suite. Bon, le thème de la pêche à Kompong Cham, puisqu'on parle des pêches à Kompong Cham, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai cette idée en tête. Mais il me faut trouver le temps de trouver alors les photos, le temps de trouver les photos, et puis le temps de trouver comment, car en général j'essaie de compléter les photos par un texte explicatif. Et pour rédiger ce texte explicatif, il me faut parfois des années, enfin le temps de trouver la personne qui, enfin etc. Enfin, voilà, qui va pouvoir en parler, qui va pouvoir compléter, qui va pouvoir, voilà, bon. Donc je reviens ici, par exemple, ici avec l'idée de faire quelque chose sur les pêcheurs de Kompong Cham, et donc de trouver 1, 2 ou 3 personnes qui pourraient me renseigner sur, voilà, bon. Voilà, bon. Donc, je retiens 2 choses. Tu disais curiosité. Ah oui, il faut être curieux pour faire des photos. Curieux. Alors, tu es un jeune homme de 75 ans, hein, et pour nourrir sa curiosité, il faut quand même signaler que tu sillonnes le Cambodge en moto, pas en 4x4 Land Cruiser. Ah d'accord, quand vous êtes allé faire des photos, c'est-à-dire vous faites à moto? Ah oui, toujours en moto. Et vous sillonnez comme ça le pays, dans le pays par exemple? J'ai dû, rien que sur les 3 pays, enfin si en mettant l'Indonésie et les 4 pays, j'ai dû faire à peu près 200 000 km en moto. 200 000 km. Alors donc voilà, ça c'est un premier conseil aux jeunes photographes. Hein, oui. C'est-à-dire, il faut descendre de voiture, marcher à pied, aller en mobilette si on va regarder, découvrir des choses. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon. Et la deuxième, c'est la rigueur scientifique. Parce que voilà, ce que dit Jean-Michel, c'est que c'est bien d'avoir une idée. Mais pour en faire ensuite quelque chose qui raconte une histoire aux autres, eh bien il faut se documenter. Il faut du travail. Il faut du travail, il ne faut pas simplement appuyer sur le bouton. Et voilà, on va comprendre tout de suite. Non, il faut faire ce travail de rigueur. Donc on va dire que Jean-Michel n'est pas un professionnel de la photo, mais un amateur, au sens un amateur éclairé, qui aime la photo. Et qu'il aime au point de la transmettre complète aux autres. Parce que si tu fais une photo, on sait tous quand on est journaliste, faire une photo sans légende, c'est pas une photo. Il faut que la photo, elle a un contexte, avec un petit texte, etc. Et quelquefois, ça demande, là où, encore une fois, je connais bien le travail de Jean-Michel, je vois qu'il y a des textes qui accompagnent les photos. Il y a une richesse documentaire là-dedans qui est importante qui fait que la photo, elle a toute sa valeur pour aujourd'hui et pour l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant parce que la démarche que fait Jean-Michel, c'est pas seulement de prendre des photos, mais c'est de les partager gratuitement avec les autres. Et donc, si c'est un peu la démarche que tu as eue au Vietnam, c'est d'aller là-bas pour remettre un fonds photographique à des autorités pour qu'elles soient visibles et exploitées. Ah, d'accord. Et donc, par exemple, vous êtes au Cambodge maintenant, donc vos photos, par exemple, vous pouvez donner, c'est pas n'importe qui, mais à qui les intéresse gratuitement. Mais pourquoi cette idée-là? C'est-à-dire, normalement, on fait des photos pour être exploitées, par exemple, commercialisées, et vous, c'est un peu spécial. On peut dire d'une autre manière, vous êtes un peu bizarre, voilà, comme ça. Non seulement il roule à moto, il prend des photos, il travaille pour se documenter et il donne tout ça. Voilà, comme ça, pourquoi? Parce que ça c'est ma philosophie de la vie. Bon, moi j'ai travaillé dans des organisations avec des gens qui, dans l'agriculture, des agriculteurs qui acceptaient, alors pour des raisons peut-être multiples, variables, difficiles à comprendre, mais qui acceptaient de passer de leur temps, consacrer de leur argent pour aider les autres. Donc j'ai passé ma vie avec des gens comme ça. Alors c'est vrai, moi j'ai eu la chance d'être payé pour ça. Bon, mais parce que moi j'étais permanent, enfin mais dans un monde de gens, encore une fois, alors c'est vrai que ces gens avaient peut-être d'autres idées en tête, mais fondamentalement des gens qui ont passé des journées, qui ont fait des kilomètres pour aider les autres.
pour être précis, par exemple... Pour faire des coopératives, pour faire voilà, des... Enfin, etc. il y a des agriculteurs, par exemple, de France, qui vont dans d'autres pays du monde pour échanger leur savoir, les aider éventuellement à monter des coopératives, des choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle, chez nous, ce qu'on appelle un militant. Voilà. Le militant, c'est celui qui consacre alors, son temps pour les autres. Voilà, bon. Alors moi, j'ai passé dans ce monde-là, et je ne vois pas pourquoi. Alors, je ferai une affaire financière de cette activité. D'autant que, j'ai eu la chance de découvrir d'autres pays. Ce qui me permet de mieux comprendre le mien ou de mieux comprendre où je suis. Des gens qui ne m'ont pas demandé de l'argent, enfin aussi, comme j'ai déjà signalé, s'ils me demandent de l'argent, je ne les prends pas en photo. Des gens que j'ai photographiés gratuitement. Pourquoi aujourd'hui j'en retirerais de l'argent? Ah, d'accord. Pourquoi? Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, si vraiment c'était mon métier, je comprends qu'un photographe dont c'est le métier doive en vivre. Enfin, d'accord. Bon. Et que donc lui fasse payer. Moi, j'ai une retraite, enfin j'ai une activité, je n'ai pas besoin fondamentalement non plus de cet argent pour vivre. Voilà, bon. Donc, encore une fois, alors, si il arrive, enfin je pense, peut-être j'entends des détails, mais il arrive parfois que quand je donne des photos, ou je veux donner des photos à des magazines ou à des publications, ils me disent, mais nous on a un règlement, il faut payer. Enfin, parce que... Vous acceptez, par exemple. Une seconde. Dans notre règlement, on doit payer le photographe parce que sinon, il y a une distorsion de concurrence entre celui qui en vit et celui qui peut les donner gratuitement. Dans ce cas-là, effectivement, ils doivent me payer et je redonne l'argent à une ONG. Pour qu'elle puisse en tirer, elle, une activité a priori utile pour le pays. Voilà. Donc vous êtes au Cambodge et au Vietnam cette fois-ci, donc vous décidez par exemple de donner des photos par exemple à notre journal pour les utiliser ensuite. Oui, bien sûr. Bon, il faut qu'on se mette bien d'accord sur les règles de fonctionnement, quand même. Bon. Donc, c'est-à-dire, je répète, la gratuité, la non-exclusivité, et puis, si possible, être informé des utilisations que vous faites des photos. Enfin, voilà. D'accord. Bon, donc, voilà, bon, à partir de là, moi, si vous souhaitez utiliser les photos, je dis, tant mieux. Voilà. J'ai observé que vos photos ont été faites par exemple de manière naturelle et non pas les photos posées comme certains le font par exemple. Pourquoi vous avez l'idée, par exemple, j'ai regardé vos photos par exemple concernant le combat des coqs. C'est magnifique, c'est extraordinaire photo. Pourquoi naturel? Parce qu'on ne fait pas poser des coqs. Voilà, vous ne pouvez pas faire poser les coqs. Parce que c'est le type de photo que je veux faire. Le type de photos que je veux faire, ce sont des photos, encore une fois, telles que les gens vivent. Voilà, bon, et c'est pas du cinéma. Enfin voilà, je veux pas apprêter, je veux pas organiser les choses. Les gens vivent. Si je veux avoir un témoignage de la vie des gens et que ce témoignage, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, puisse avoir une valeur, pour moi, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ait été organisé, qui ait été arrangé, qui ait été avec des figurants, avec des gens qui se placent à tel ou tel endroit. Il faut que ce soit les gens tels qu'ils sont, voilà. Et c'est comme ça que moi je vois la photo, voilà. Une question à Pierre Gillette en tant qu'ancien rédacteur en chef de Cambodge Soir, par exemple. Une fois que vous avez vu les photos de Jean-Michel, vous pensez qu'il y a un intérêt pour le Cambodge, pour les pays de l'Asie, par exemple, pour les pays concernés, par exemple, pour vous? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des photos qui ont un caractère documentaire, et qui sont donc de ce point de vue-là, qui sont
partie constitutive de la mémoire d'un pays. Hein. Donc, par exemple, là, je connais certaines photos qui concernent le monde paysan. On sait très bien, Jean-Michel et moi, et tout le monde le sait, que c'est des photos qu'on ne pourra plus refaire parce que les métiers auront disparu, parce que telle pratique aura disparu. Donc, à titre documentaire, oui, c'est très important de faire en sorte que ces photos puissent rester accessibles. Moi, je trouve que la démarche de Jean-Michel d'essayer de trouver un moyen pour que ces photos ne restent pas dans son appartement chez lui et qu'elles soient disponibles au public, mais d'une manière large. Et je pense que c'est une très, très bonne démarche et très utile. Je pense que le monde agricole cambodgien, dans 20 ans, 30 ans, ça va être changé complètement. Il sera disparu. Le monde d'aujourd'hui aura disparu dans 20 ou 30 ans. Et avoir cette mémoire des gestes d'autrefois. Alors, certains vont dire que ça ne sert à rien puisque ça a disparu, mais ça fait partie constitutive de l'histoire du pays. Et je crois qu'à ce titre-là, par exemple, le fait que tu ailles vers le centre Bopana pour essayer de voir comment ces photos peuvent être mises au centre, c'est intéressant parce que justement, c'est rendre accessible au public des photos à caractère documentaire, donc historique. Ouais, parce que, pour compléter ce que vient de dire Pierre, et c'est ce que j'ai dit et écrit je ne sais combien de fois quand j'étais au Vietnam à tous les amis vietnamiens, parce que c'est, comme toujours, pour moi la photo, ça va au-delà de la photo, enfin, c'est comprendre le monde. Et je dis toujours, une politique, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur, doit s'appuyer sur 2 pieds ou 2 jambes. C'est-à-dire une jambe en arrière, qui est l'appui sur lequel on peut mettre en avant l'autre jambe. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier son histoire, il ne faut jamais oublier sa culture, il ne faut jamais oublier son passé. Si on veut aller vers l'avant, mettre l'autre pied en avant, il faut avoir un pied en arrière. D'accord. Il faut avoir 2 pieds. Si on n'a qu'un pied, on est à cloche-pied et on n'avance pas bien, ou on tombe par terre. Donc, il faut toujours les 2 jambes, y compris celle de l'arrière. Oui. Hein, alors l'avant et l'arrière, vous pensez c'est le passé, voilà, le passé, ça, c'est le passé, voilà, c'est le passé. Pour pouvoir mettre l'autre jambe en avant. Alors en avant, elle peut aller à droite, à gauche, devant. Enfin ça, je sais pas. Il faut bien l'orienter. Hein. C'est pas. Le passé, il faut le voir dans. Je pense que Jean-Michel sera d'accord avec moi. Il faut le voir dans tous les sens du terme. Le passé, ça peut être le bien comme le mal. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas simplement comment dire regarder ce qui a été bien, mais regarder aussi ce qui a été mal, ce qui a mal fonctionné. Pour se dire, on va pas recommencer, c'est idiot, mais on va pas recommencer la même bêtise. Quoi. Bien sûr. Mais moi, je suis frappé par le fait, enfin, encore une fois, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Hein, j'ai pas passé beaucoup de nuits chez moi. Enfin, mais je constate que, alors j'avais écrit d'ailleurs des textes, mais ça c'était sur l'Indonésie, combien on est marqué par son passé. Hein. Chacun d'entre nous a comme dans ses gènes. L'histoire évidemment de ses ancêtres, l'histoire de son pays, les fantasmes, les erreurs, tout ça. Bon, bien sûr, c'est pas un monde idéal le passé. Hein, je suis 100 000 fois d'accord. Mais on ne peut pas oublier ce passé. Et si on veut l'oublier, on est un coq sans tête. Enfin voilà, on ne sait pas où on va aller. Voilà. Il faut, parce que on ne peut construire une politique. Moi, c'est ce qui m'intéresse, hein. Une politique vers l'avenir, quel que soit le pays, et chacun d'avoir sa politique ou ses politiques. Il faut le connaître, il faut s'appuyer sur. Si on néglige ce passé, on ne peut pas construire un bel avenir. On ne peut pas construire son avenir. Ou alors, au bout d'un certain temps, quand on n'a plus de base. Un arbre a des racines. Ouais. On ne les voit pas, les racines. On ne les voit pas, on ne les voit plus. Elles sont dans le sol. Mais si l'arbre n'a plus de racines, il meurt. Voilà. Donc, il faut, encore une fois, et les photos entrent, alors évidemment, je me donne peut-être un beau rôle en disant ça, mais les photos entrent pour moi dans ce schéma. Dans ce schéma de conservation. Alors, il n'y a pas que la photo, évidemment, il y a bien d'autres choses. Mais la photo entre dans ce passé, entre dans ses racines. Si on veut s'élancer vers l'avenir, il faut avoir de bonnes racines. D'accord. Bon, je termine la conversation avec vous, Jean-Michel, et avec Pierre Gillette. Mais j'ai une autre question à vous poser, c'est parce qu'il y a quelques années, surtout avant Covid, j'ai fait une interview avec vous, et dans laquelle vous avez mentionné l'agriculture, c'est la culture. Oui, exact, je me souviens bien. Oui.
Parce que m'en souviens aussi. voilà, pourquoi l'agriculture et la culture, par exemple? Mais parce que l'agriculture, encore une fois, est l'activité, pour moi, primaire, enfin bon, un être vivant, enfin qu'il soit d'ailleurs végétal, animal ou humain, a besoin d'eau et a besoin de se nourrir. Ce sont les activités fondamentales. Et ces activités ont été forcément organisées en groupe, enfin en village, en communauté, en famille, enfin bref, dans des groupes. Ces groupes se sont fixés des règles de vie ou de survie en commun, ensemble. Voilà. Et ce sont ces règles qui sont les règles qui ont marqué l'histoire de toutes les communautés, l'histoire de tous les pays. Donc je reviens, c'est lié à ce que je disais il y a quelques minutes ou il y a quelques instants. C'est que donc ces formes, ces cultures qui ont façonné l'histoire des pays sont la base de ces pays. Et dans la base de ces pays, il y a forcément l'agriculture, enfin, qui a généré ces règles. Et au Cambodge, je crois que c'est un pays idéal pour démontrer ce que dit Jean-Michel. C'est le sillon sacré, fait partie de la culture. Elle est liée directement à l'agriculture. La fête des eaux, c'est la culture, mais elle est directement liée à l'agriculture parce que l'agriculture dépend du cycle des pluies, etc., etc. Donc s'il y a bien un endroit au monde où l'agriculture a façonné la culture et où la culture exprime l'agriculture, c'est bien là. Bien sûr, non, mais ça tout à fait, voilà. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup les Jean-Michel et Pierre Gillette d'avoir visité les locaux de Thmai Thmai et d'accepter donner des photos à Thmai Thmai pour en utiliser ensuite. Merci beaucoup pour votre... vivre l'histoire du pays. Et pour faire vivre l'histoire du pays, le Cambodge, le royaume de Cambodge. Merci beaucoup de vos visites. Merci.